Samedi 27 février 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations de la mi-journée. Une délégation de l'Association des producteurs du riz du Nigeria était ce vendredi 26 février 2021 au palais de la Marina. Reçu par le président de la République, les deux parties ont échangé sur la diversification des filières agricoles. Le point est à suivre. La phase 2 du projet de densification et d'extension du réseau d'eau potable dans la ville de Parakou a été lancée ce vendredi 26 février 2021. Occasion pour le ministre Samseydou Adambi de procéder à la remise de chèques à la population affectée par la phase 1 du projet. Et puis des appels à la violence en cette veille de la présidentielle d'avril 2021 s'enregistrent ça et là sur les réseaux sociaux. Une émission spéciale a été consacrée à cet effet. Le compte-rendu est à suivre. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sachez que le président de la République, Patrice Talon, a échangé au palais de la Marina ce vendredi 26 février 2021 avec une délégation de l'Association des producteurs de riz au Nigeria, RIFAN. La délégation est conduite par son président national, M. Aminou Mouhamadou Grogno. La diversification des filières agricoles était au débat. Le point avec Elia Djeran. Au cœur de cette rencontre, la diversification des filières agricoles. Le développement de la filière du riz au Bénin préoccupe le président Patrice Talon. C'est ce qui justifie cette séance de rencontre avec les producteurs du riz du Nigeria. L'objectif est de faire profiter aux producteurs béninois l'expertise nigériane. L'incident récent de la fermeture des frontières nous donne l'occasion d'aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes, pour concrétiser cette intégration, afin que nos économies fonctionnent pour notre développement réel, nos économies fonctionnent pour notre intégration, nos économies fonctionnent pour notre épanouissement. Le Bénin est un pays producteur agricole. Le Nigeria aussi est un pays agricole, mais également une grosse puissance économique. Et le Bénin et le Nigeria peuvent se compléter, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine risicole. C'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience nigériane de développement de la production de riz pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigérianes et même africaines. Nous avons le potentiel. Produire pour nous nourrir, produire pour commercialiser et arrêter d'importer des produits de l'étranger pour enrichir les producteurs étrangers et parfois même à notre détriment sanitaire. À cette séance d'échange entre le président de la République et la délégation nigériane, on note la présence remarquable des membres du gouvernement, dont les ministres Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères et Romuald Wadaï de l'économie et des finances. We are here based on the invitation of Mr. President of the Benin Republic. C'est sur invitation du président du Bénin que nous sommes venus partager notre expérience en matière de production et de transformation du riz avec nos frères du Bénin. Le président souhaite que nous fassions la même chose afin que, tout en étant frères et sœurs, ce succès impacte les pays de la CEDEAO qui nous entourent. Selon nos fructueuses résolutions, nous démarrons dans les prochaines semaines. Il faut noter aussi que selon les statistiques, le Bénin dispose d'un important potentiel pour la promotion de la riziculture. Nous avons convenu de mettre en place une coopération dynamique pour d'abord porter sur le conseil organisationnel tel qu'ils l'ont fait chez eux et puis aussi créer la plateforme de la transformation de la mise en marché de paddy. Une plateforme qui rassure en fait chaque planteur à aller vers le crédit, à produire davantage et rassure les banques aussi à aider à placer beaucoup de crédits au niveau paysan. Nous allons concrétiser cela par des visites de terrain et puis à partir du mardi prochain, ils organisent une grande foire de la dynamique de production de riz au Nigeria, foire à laquelle une forte délégation de gouvernement et d'opérateurs économiques béninois dans la production de riz va prendre part. Aujourd'hui, le Bénin a plus de 400 000 tonnes de production de riz et ambitionne augmenter sa capacité et d'atteindre 1 million de tonnes de riz d'ici 2022.
Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a procédé ce jeudi 25 février 2021 à Cotonou au lancement du budget alloué à son ministère au titre de l'année 2021. Occasion pour lui de remettre aux responsables des structures sous sa tutelle des lettres de mission en vue d'améliorer leur performance. Reportage. Cet atelier d'approbation et de lancement du budget 2021 du ministère de l'Énergie est placé sous le sceau de l'efficacité énergétique et de la réalisation des grands travaux. Une science qui a permis au cadre de ce ministère de s'enquérir du contenu du budget qui leur est alloué pour l'année 2021 ainsi que les tâches qui leur incombent. L'année budgétaire 2020 a permis à notre département, au 30 septembre 2020, d'exécuter l'ensemble de nos activités programmées à 32% et consommer 22,74% des ressources mises à notre disposition. Pour l'exercice budgétaire 2021, notre ministère a bénéficié d'une dotation de 59 milliards contre 56 en 2020, avec d'énormes objectifs à lui assigner. Le ministre Jean-Claude Oussou a invité ses collaborateurs à faire le nécessaire pour que les objectifs assignés au ministère soient atteints. Cet atelier a aussi permis aux responsables des diverses structures sous la tutelle du ministère d'entrer en possession des lettres de mission. La lettre de mission est un outil de responsabilisation et d'évaluation de la performance de l'agent public ou de la chose publique. Chaque gestionnaire devra donc à son tour décliner cette lettre de mission en contrat d'objectif à ses différents responsables ou directeurs techniques ou chefs de service à l'effet de faciliter l'exécution scrupuleuse du plan de travail annuel. Les investissements qui ont été réalisés sur les 4 précédentes ou 4 dernières années de ce quinquennat sont supérieurs à la somme de tous les investissements qui ont été faits sur les 3 précédents quinquennats dans le secteur de l'énergie. C'est avec 3 mots d'ordre que Dona Jean-Claude Oussou a déclaré officiellement lancer les outils de planification de gestion du ministère. C'est d'abord de l'anticipation. L'anticipation dans nos actions. Parce qu'à travers l'anticipation, on peut prendre des mesures pour pouvoir surmonter les difficultés plus aisément. C'est aussi l'engagement, un engagement total de chacun d'entre nous à s'impliquer, à faire en sorte que le meilleur de soi soit donné au service de notre pays. Et enfin, c'est pour toute chose, il faut qu'on vise les résultats qui sont attendus. Parce que c'est avec ça qu'on va mesurer notre niveau d'engagement, notre niveau d'anticipation, et tout simplement notre niveau de responsabilité vis-à-vis donc de cette responsabilité qui nous a été donc confiée. Faire le point du 31 décembre 2020 de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2020 ainsi que les difficultés rencontrées, internaliser le budget 2021 du ministère et de ses outils d'opérationnalisation et prendre connaissance des nouvelles règles et modalités qui régissent l'exécution du budget de l'État au cours de l'exercice budgétaire gestion 2021. C'était autour de ces points que s'est déroulé cet atelier d'appropriation des documents budgétaires pour le compte de l'année 2021. Et puis juste après le lancement du budget 2021 du dit ministère, quelques participants nous ont livré leur impression. On les écoute. Cette année, le ministre de l'Énergie l'a placé sous le signe de l'efficacité énergétique et de la réalisation des grands travaux. Les différents coordonnateurs donc s'activeront à ce que nous puissions atteindre les objectifs contenus dans cette part que le ministre a souhaité que nous prenions dans le développement de notre pays. Quant à la DGRE, nous nous attacherons à suivre l'évolution des différentes activités, à faire en sorte d'accompagner les différents coordonnateurs dans la réalisation de leurs activités pour que les deadlines fixées par l'autorité puissent être respectées de part et d'autre. 59 milliards donc, qui sont principalement concentrés dans 3 secteurs, dans 3 sous-domaines, j'allais dire. L'amélioration de l'accès des populations à l'énergie, la production des énergies renouvelables et également donc la production et le transport. Où plusieurs projets, 25 projets seront mis en exécution, dont 20 anciens et 5 nouveaux projets, toujours dans la perspective donc de satisfaire les populations. En 2021, nous on travaille beaucoup actuellement sur l'amélioration du service à la clientèle.
On va restructurer, on va changer beaucoup de choses au niveau du service à la clientèle. On va séparer l'aspect technique de l'aspect commercial, qui va permettre d'avoir des points commerciaux à plus d'endroits au niveau du pays, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes qui seront faites là, pour de nouveaux branchements, de nouveaux raccordements. Donc, on va mettre plus de points de service et on va changer la façon d'intervenir auprès du côté du dépannage pour améliorer encore le dépannage. Donc, ce sera des points de service qui seront redistribués pour permettre d'avoir des meilleures réactivités pour diminuer, bien sûr, le temps de dépannage lorsqu'il y aura des pannes. Ce journal se poursuit. Lancement ce vendredi 26 février 2021 de la phase 2 du projet de densification et d'extension du réseau d'eau potable dans la ville de Parakou et environ. Le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, à l'occasion de la cérémonie, a remis des chèques aux populations affectées par le projet dans sa première phase. Suivons le point avec Isaac Kagé et Boris Akissou. Garantir l'eau potable pour tous en vue du bien-être social. L'État béninois s'y est résolument investi à travers le programme d'action du gouvernement PAG. Une volonté affichée doublée de la cohérence dans les actions de l'État central qui porte déjà ses fruits dans la municipalité de Parakou et environ. Cette nouvelle phase du projet permettra d'étendre le réseau d'approvisionnement en eau potable et d'améliorer la desserte en qualité et en quantité suffisante, répondant aux normes en vigueur. Il ne fait plus de doute que les projets conçus pour nos villes par le président de la République vont se réaliser. Monsieur le ministre, permettez-moi de rappeler que le samedi 1er février 2020, à l'occasion de la cérémonie de mise en service officielle des réalisations de la première phase du présent projet, vous avez promis de revenir procéder au lancement de la seconde phase. Il est heureux de constater que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, ce qui témoigne du pragmatisme du gouvernement de la rupture, reconnu pour sa particularité en matière de respect de ses engagements. Au terme de ce projet de densification et d'extension d'eau, ce sera un pari gagné pour le président Talon et son gouvernement quant aux objectifs pour le développement durable dans son volet accès universel à l'eau potable. Avec la première phase du projet conçu et achevé dans les délais promis, le gouvernement permettait à la ville de Parakou de conjurer au passé les problèmes de déficit d'eau, de baisse de pression et de mettre un terme aux nombreuses difficultés auxquelles faisaient face les populations de la ville de Parakou et ses environs pour s'alimenter convenablement en eau potable. Mais pour le gouvernement de notre pays et pour le ministère de l'eau et des mines dont j'ai la charge, il importait de ne pas s'arrêter dans si bon chemin, mais d'engager jusqu'au bout la réflexion dans le sens de résorber pour des décennies, sinon de manière pérenne, les problèmes d'eau de la ville de Parakou et de conjurer définitivement au passé le spectre des localités non encore couvertes par le réseau d'eau potable de la SONER. C'est là l'objectif de la phase 2 du présent projet que nous lançons ce jour, qui vise à densifier davantage le réseau de distribution d'eau potable de la ville de Parakou et ses environs, d'étendre la couverture d'eau potable dans toutes les localités non encore couvertes en vue de l'atteinte de l'objectif de l'accès universel à l'eau potable et du bien-être social de tous nos citoyens. Les populations affectées par le projet dans sa phase 1 ont reçu des mains des autorités des chèques en guise de dédommagement. Je remercie Monsieur le Président de la République, son Excellence Guillaume Athanase Talon. C'est un homme de conviction, de parole. Quand il dit, il le fait. Nous sommes contents du ministre Sam Adambi, notre frère, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions entrer en possession de notre dû. Sur ce, je remercie tout le régime Talon. Que Dieu nous prête vie. Inch'Allah. Le lancement des travaux a été fait au quartier Guéman dans le 3e arrondissement de Parakou avec des slogans et applaudissements approbatifs de la population. Depuis qu'on a appris ça, on n'a pas dormi avec la joie. Grande était nos joies, puisque pendant les municipaux, partout où on allait, c'est le problème d'eau que les femmes suggéraient. Voici aussitôt, en même temps, quelques mois après, on vient leur faire le lancement. Vraiment, on est très très contents
Nous sommes là toujours pour appuyer sur les actions et le PAG du président Patrice Talon. On a le marché, on a l'eau, donc la lumière encore que les fans de Passagambou veulent, si ça vient vraiment, nous sommes comblés. Pour ces travaux, nous souhaitons que ça marche bien et que le président revienne encore nous faire d'autres choses. L'eau, source de vie, permet aussi de garantir la bonne santé quand elle est disponible en quantité et en qualité. La Fédération nationale des opérateurs économiques de la filière forêt-bois a un bureau. C'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce vendredi à Cotonou. La séance a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, de même que des acteurs de la filière. On fait le point avec Aziza Chamon et Edouard Capou. Elle fait désormais partie de la liste des fédérations associatives existantes au Bénin. Il s'agit de la FENAOF, la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Convaincu de ce que c'est à l'unisson que les objectifs seront atteints, le bureau de ce creuset voit le jour à cette assemblée générale. Opérateurs économiques, autorités politico-administratives et cadres de la République ont répondu favorablement de leur présence à cette séance de travail. Après plus d'une heure de concertation entre acteurs de cette filière, le nom du nouveau président est connu. Bertin Akuta comme président de FENAOF au Bénin. Ayant bénéficié de la confiance de ses pairs, le président nouvellement élu se dit conscient des défis qui attendent et cet impératif n'est réalisable qu'avec l'effort conjugué de tous les acteurs. La tâche est immense. Il y a plusieurs chantiers sur lesquels nous devons nous mettre tout de suite. Il s'agit de sensibiliser les acteurs en vue d'opérer dans les strictes légalités et conformément aux directives des autorités forestières les activités d'exploitation forestière. La réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement. La promotion de l'industrialisation du bois béninois, car en donnant de la valeur ajoutée, nous contribuons à gérer durablement nos ressources. La promotion de l'achat responsable et de la vente responsable. Aux autres confrères qui n'ont pas été élus, je leur tends une main confraternelle afin que nous puissions construire tous ensemble l'avenir du secteur bois au Bénin. Merci à tous ceux dont les efforts ont permis la création de notre fédération. Le bureau, une fois installé, l'administration générale des eaux et forêts espère bien de cette association beaucoup d'engagement. Ce que l'administration des eaux, forêts et chasse attend de vous, c'est bien d'être des acteurs actifs dans la gestion, la promotion et la conservation des ressources naturelles à travers des initiatives régionales et nationales qui montrent qu'au-delà de l'exploitation du bois, vous êtes des éco-citoyens. Pour les défis à relever, la FENAOF peut également compter sur l'accompagnement d'une association sœur, l'ANCB. Nous accompagnons cette association qui vient de naître parce que sans un creuset organisé, vous irez en disperser. Avec l'avènement de cette association mise sur les fonds baptismaux, les malcompréhensions entre-temps source de conflits entre les responsables forestiers et exploitants de bois va connaître à coup sûr un dénouement. Et puis, à qui profitent les appels à l'insurrection, à la violence en cette veille de la présidentielle d'avril 2021? C'est la problématique au cœur des échanges dans l'émission spéciale de ce vendredi sur votre chaîne de télévision. On fait le point avec Stélia Padouni. Les points de vue restent mitigés quant à l'influence ou non des appels à l'insurrection ou à la violence de certains acteurs politiques sur les citoyens en cette veille de la présidentielle de 2021. Je vous rassure, il n'est pas question de jouer à se faire peur et à faire peur au peuple béninois, au paisible béninois. Il n'y a pas péril à la demeure. Moi, depuis que j'observe le jeu électoral dans ce pays, et pour me limiter simplement à la période 1990-2021, j'ai entendu des propos belliqueux beaucoup plus percutants par le passé. Voyez-vous, je vous dis, c'est une messe d'élite, c'est une kermesse d'intellectuels. Il y a la psychose, certains ont peur, certains se posent des questions. Faites tout dans les églises, dans les mosquées. Pourquoi on prie chaque fois pour la paix au Bénin?
Quand on fait les prières d'intercession, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et d'ailleurs, les autorités ne s'y sont pas trompées en sortant et en prévenant, en mettant le doigt sur cette question-là. Et je pense qu'il est de bon ton que chacun soit mis devant ses responsabilités. Pour Distel Amoussou, il est inadmissible qu'une frange de la population appelle à la déstabilisation du pays. Force doit rester à la loi. Nous devons faire confiance aux institutions de la République. Car en tout état de cause, force doit rester à la loi. Et ceux qui s'écartent du chemin du droit, un État ne recule pas devant les manifestations d'humeur d'un groupuscule de fâchés. Alphonse Moïse Soudé entrevoit déjà un faible taux de participation à ce scrutin, ceci au regard des différentes menaces. Une thèse que rejette Distel Amoussou. Depuis 1990, je vote. Je vote. Et que cette psychose a toujours eu des effets. On a voté en 2019. Vous avez vu le taux de participation? C'est vrai que le taux de participation ne détermine pas la légalité ou la légitimité d'une élection, mais cela signale un malaise. Le désamour des populations avec la chose politique, c'est-à-dire le vote dans toute l'Afrique n'est pas le fait de propos belliqueux. Il y a que les populations, lambda, ne s'intéressent plus aujourd'hui réellement à la chose politique, donc au vote, simplement parce qu'elles ne trouvent plus leurs intérêts directs. Les invités de Théodule Roussat sont restés unanimes sur le fait que le Bénin est un havre de paix. Parlons religion à présent. Démarré depuis le mercredi 17 février 2021, le carême chrétien suit son cours. Dans les différentes chapelles, les moments de prière et de pénitence s'intensifient. Ce magazine qui va suivre nous fait découvrir comment les fidèles chrétiens vivent cette période. Chimène Dadi. Depuis le 17 février, date consacrée au mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans le temps de carême. La pénitence est au cœur de cette période. Durant 40 jours, donc les fidèles doivent adopter certaines attitudes afin de mieux s'apprêter pour la Pâque, fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le carême chez nous, les chrétiens, est une période dans laquelle nous sommes invités à beaucoup prier, à beaucoup jeûner et à faire l'aumône. Cela remonte à la sortie d'Égypte du peuple juif après l'esclavage. Et l'exode du peuple a duré 40 jours. Et c'est de là qu'est venue cette préparation à. Et ça prend tout son sens aussi avec Jésus qui allait faire 40 jours après son baptême sur la montagne. Ce n'est pas seulement chez nous les chrétiens catholiques qu'il y a le carême. Nos frères musulmans font aussi le carême. Nos frères orthodoxes aussi font le jeûne. Jeûne, prière et abstinence doivent faire partie du quotidien des chrétiens catholiques. En cette période, quelques fidèles rencontrés se disent prêts à faire face aux recommandations. Nous nous efforçons pour que l'Esprit Saint nous assiste. Nous n'avons aucune force. Dans le carême, nous trouvons le pardon de Dieu pour les péchés commis. Et il nous rapproche de son amour aussi. Nous faisons beaucoup de prières en temps de carême. Les prières sont plus fréquentes. Nous réduisons la portion de ce que nous mangeons. Et quand le carême prend fin, nous partageons avec ceux qui sont dans le besoin. Pendant le carême, nous demandons la grâce du Tout-Puissant. Comment nous allons faire pour que Dieu nous observe d'un regard miséricordieux et nous délivre de nos péchés? C'est ce pourquoi nous jeûnons. C'est selon la manière dont tu jeûnes pendant le carême que tu seras récompensé. Je lui demande de me pardonner mes péchés et de veiller sur ma famille. Le changement que je remarque dans ma vie est que le poids des péchés commis diminue pendant la Pâque et une joie nous envahit. Sur sa puissance, j'essaie de diminuer ma façon de manger pour rester avec lui dans le temps de carême et le soutenir dans sa passion. Dans le temps de carême, si tu acceptes de souffrir avec Dieu, il y a une forte puissance qui sort de ce Saint-Nom.
Alors nous remercions beaucoup de nous donner encore plus sa force de finir sur des temps de carême et de recevoir toute sa grâce. L'avènement de la pandémie de la Covid-19 change désormais les habitudes avec à la clé le respect strict des gestes barrières. Pour le curé de la paroisse Saint-Paul de la Marina, ce changement n'affecte néanmoins pas les comportements des fidèles durant le carême. La Covid n'influe en aucune manière sur la célébration de ce temps de carême. Il faut dire que s'il est vrai qu'il faut respecter les mesures barrières, la pandémie de coronavirus nous amène à voir aussi la finitude de l'homme et à se considérer, comme le Christ nous le dit, d'être toujours là pour s'entraider. Nous sommes dans cette dynamique de prier pour les malades du corona, les personnes infectées et ceux qui se prennent soin de ces malades du corona. Et cette année, le pape François demande à ce que nous puissions réellement partager, faire l'aumône, ne pas donner les superflus de ce que nous avons, mais de donner comme la veuve de l'évangile. Avec ces 3 piécettes, a donné tout ce qu'elle avait. Conformément au calendrier liturgique de l'année 2021, le carême prendra fin le dimanche 4 avril, jour commémoratif de la résurrection de Jésus-Christ. Magazine donc réalisé par Chimène Dadé et présenté par Diane Christelle Onyodje. Un lot d'échantillons de terre et de rochers lunaires amenés par la sonde chinoise Change est arrivé au Musée national de la Chine à Beijing. Il devrait être offert au regard du public en mars. Un récipient spécial a été conçu donc à cet effet. Reportage de nos confrères de la CCTV+ pour plus de précision. Après ses débuts au Grand Palais du Peuple ce lundi, l'échantillon de terre et de rochers lunaires a été amené au Musée national au centre de la capitale. Pour montrer cet échantillon au public, un réceptacle spécial a été créé. Fabriqué à base de cristaux artificiels, ce réceptacle tient son inspiration de la forme des vaisseaux rituels en bronze d'il y a environ 3000 ans. Sa hauteur de 38,44 cm représente les 384 400 km de distance entre la Terre et la Lune. Quant à sa largeur de 22,89 cm, elle symbolise le nombre de jours nécessaires à la mission pour qu'elle rapporte les échantillons. L'intérieur du récipient comprend des dessins de la Terre, de la Lune, ainsi qu'une carte de la Chine, l'échantillon lunaire étant hébergé dans un volume sphérique au centre du récipient. Lancée en novembre dernier, la mission inhabitée Chang'e 5 a réuni 1731 grammes de rochers et de sol lunaire. Les échantillons ont été prélevés dans une région de la Lune qui n'avait jamais été visitée auparavant et sont les premiers ramenés par un pays depuis les années 1970. Les échantillons de cette région pourraient permettre aux scientifiques d'en comprendre davantage sur les origines et les bases de la Lune, ainsi que de poser le travail de base pour des missions plus complexes de prélèvement d'échantillons, peut-être sur d'autres objets célestes. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique de ce samedi. E-Télé, c'est également le digital. Retrouvez-nous donc sur nos différentes plateformes digitales avec les identifiants E-Télé Bénin. E-Télé, la chaîne de l'excellence.